Alors, oui, nous allons essayer une figure philosophique nouvelle, c'est le grand écart spéculatif. Vous allez voir, ça fait pas mal normalement. Grand écart entre entre ceci et ceci, c'est-à-dire entre la politique d'Aristote, oui, là on voit rien très bien, et la politique d'Aristote, et ce qu'elle peut nous apprendre en fait pour comment dire la compréhension des usages politiques de la parole et notamment dans le cadre des régimes fascistes et totalitaires. Hein. Alors, voilà, c'est un cliché qui a la vie dure. Je vous avais dit que le Hitler et Mussolini étaient de fabuleux orateurs. Bon, et que leur pouvoir aurait été donc fondé sur leur maîtrise incroyable du verbe politique et que par conséquent c'est très dangereux la rhétorique, attention, parce que après on devient tous fascistes. Bon. Alors, c'est un cliché qui a la vie dure. Et en fait, moi le premier, en fait, comme ça naïvement j'y aurais accordé tout à fait crédit. J'y accordais crédit jusqu'à ce que je lise ceci, le livre de Victor Klemperer, qui est absolument passionnant. Alors déjà, Victor Klemperer, personnage formidable, un véritable héros, à mon sens, du nazisme. Enfin, je n'ai pas un héros nazi, hein, c'est pas ça. Non, non, c'est radicalement le contraire. Victor Klemperer, j'en ai parlé en cours, c'est ce linguiste allemand, juif, qui en fait a tenu à rester en Allemagne durant toute la durée du nazisme pour pouvoir témoigner de la violence que les nazis faisaient subir à la langue allemande. Et parce que c'est effectivement un instrument de pouvoir. La langue est un instrument de pouvoir, on l'a suffisamment expliqué. Bon, mais lui, en fait, il a voulu vraiment documenter tout cela, et donc ce livre constitue en fait, ce livre est constitué en partie par ses notes personnelles qu'il a rédigées durant toutes ces années de nazisme, au péril de sa vie, parce que vous savez, lui-même n'avait plus le droit, alors c'est incroyable, de posséder, on ne le sait pas forcément très exactement, mais en tant que juif, il n'avait pas le droit de posséder de livres à la maison. Pour un linguiste, c'est un petit peu embêtant. Il n'avait pas le droit d'acheter le journal. On lui a retiré son poste de radio. Il n'avait pas le droit d'avoir de quoi écrire chez lui. Et si curieusement, oui, on en avait parlé en cours. Il n'a pas été déporté, il n'a pas été torturé, assassiné, etc. Comme beaucoup des juifs allemands. Il le doit au fait qu'il avait épousé une femme entre guillemets aryenne et que, comme je vous l'avais peut-être déjà expliqué, les couples mixtes n'étaient pas euh, comment dire, enfin les déportés ou n'étaient pas soumis exactement au même traitement que les autres juifs allemands qui eux ont été assassinés pour une très grande partie d'entre eux. Bon, et donc il est resté en Allemagne, il a observé tout cela, il a eu, enfin bon, il a perdu évidemment son poste de chercheur, d'universitaire, et il a été vraiment voilà tout à fait humilié. Alors il raconte par exemple que sur la plaque de son immeuble, il a été évidemment obligé d'enlever la plaque sur laquelle il avait mis son nom, Victor Klemperer, linguiste, professeur de l'université. Bon, ça évidemment, et même sur la porte de son appartement, il fallait qu'il écrive, qu'il mette l'étiquette Juden, hein, juif. Et il raconte comment on a même forcé aussi beaucoup de juifs à changer de nom quand ils avaient des noms trop, entre guillemets, discrets, il fallait leur rajouter des noms typiquement juifs, quoi, des David, des Sarah, etc. On a forcé aussi beaucoup d'enfants à porter des noms juifs pour directement que ce soit bien clair que ce soit des juifs. Bon, bref. Alors, pourquoi je vous parle de lui? Parce que Klemperer pose la question est-ce que Hitler était un grand rhéteur, hein, et il apporte une réponse extrêmement intéressante. Il fait reposer sa réponse sur la distinction qu'il propose entre rhéteur et orateur. Et plus généralement, en fait, ça m'intéressait de reprendre son analyse parce que je crois que voilà, ce qui me semble intéressant par rapport aux propos précédents sur Aristote, c'est que on ne peut pas qualifier ni Hitler ni Mussolini d'orateurs,
rhéteurs peut-être, mais pas orateurs en tout cas, dans la mesure où en fait ils utilisent l'un comme l'autre le langage, non pas pour humaniser les passions humaines, mais pour au contraire induire des comportements de bestialité, c'est-à-dire faire descendre l'homme en dessous de la bête, hein, et au lieu que l'art oratoire, le grand art oratoire, a vocation au contraire à hisser l'homme au-dessus de la bête. Voilà. Hein. La parole au service de la bestialité, ça n'est plus de l'art oratoire. Voilà. Alors, pour introduire ce thème, avant de vous faire une lecture de Klemperer, je voulais juste vous présenter un passage que vous connaissez très probablement, un passage qui, à mon avis, dit tout sur cette question. Le dictateur de Chaplin, 1940. Alors, parenthèse, ne dites jamais Charlot. Hein. Charlot, c'est un mot d'abord qui ne correspond à rien par rapport à l'œuvre de Chaplin. Hein. Le personnage qu'en français on appelle Charlot s'appelle en anglais The Tramp, c'est-à-dire le clochard, hein, The Tramp. C'est-à-dire que sa signification politique, c'est pas du guignol, c'est pas comme quand on dit un charlot en français, c'est pour dire un imbécile, un guignol, un bouffon. Bon, non, le cinéma de Chaplin a une signification politique et non pas comique, c'est très sérieux. Et justement, le film Le Dictateur le montre exactement. Alors, pourquoi est-ce que Chaplin résume tout? Parce que il y a ces parodies de discours qui sont absolument fabuleuses dans le Dictateur, hein, dans lequel Adénoïde Hinkel, donc le personnage en fait qui est le double parodique de Hitler, hein, prend la parole devant la foule et en fait va débiter une tirade, mais dans une langue qui n'est pas l'allemand et qui n'est aucune langue en fait. Et Chaplin montre bien, je trouve, le fait qu'avec l'utilisation du langage qu'ont fait les nazis, on sort du langage. Ce qui fait l'efficacité de ces discours, c'est pas la rhétorique, mais c'est au contraire la résolution de sortir du langage. Je vous montre ça tout de suite. Attendez, je remets le son avec le micro. Voilà, ça marchera mieux. Oui, voilà, c'est bon. Bon, alors oui, cet extrait est fabuleux parce que donc en fait, Hinkel ne parle pas allemand, même si bon, il est évident que voilà, tout ça réfère à l'Allemagne. Entre parenthèses, c'est un film très engagé. En 1940, quand Chaplin sort ce film, hein, il entend quelque part peser sur le débat public aux États-Unis, puisque en 1940, les États-Unis ne sont pas engagés aux côtés aux côtés de la France et aux côtés de la Grande-Bretagne. Hein. Il faudra attendre 1942 quand même les attaques de Pearl Harbor. Et en fait, l'opinion américaine est extrêmement partagée. Il ne faut pas du tout imaginer que les Américains sont un peuple épris de liberté et catastrophé, scandalisé par ces affreux nazis qui persécutent les Juifs. C'est exactement le contraire. Je veux dire, je crois que c'est en 1940 qu'a lieu l'élection, combien
troisième élection du président Roosevelt, qui a mis en deuxième position Charles Lindbergh, l'aviateur, qui était en fait ouvertement fasciste et qui prenait en fait voilà de pactiser avec les Allemands, qui étaient totalement antisémites. C'est une époque où il y a encore jusqu'à 1942, des membres, des représentants de sortes de partis nazis, en fait, en Allemagne, qui animent pardon, aux USA, excuse-moi, aux États-Unis, qui animent des émissions antisémites, qui prônent le rapprochement avec les nazis, etc. Donc c'est extrêmement engagé quand Chaplin fait ce film en 1940. Ce film mit, paraît-il, Hitler dans une colère noire, et voilà. Chaplin, c'est toujours quelqu'un qui a assumé jusqu'au bout ses opinions politiques, antifascistes ici, socialistes dans d'autres films, que ce soit face aux pressions de l'Allemagne nazie ou que ce soit à l'époque du macartisme après la guerre. Vous savez qu'il quittera Hollywood pour la Grande-Bretagne parce que les pressions politiques l'empêchent de faire le cinéma qu'il veut faire. Et donc pour ne pas faire un cinéma incolore et édulcoré, il quitte quand même son pays pour aller trouver refuge en Grande-Bretagne où il réalisera son dernier film, Les Feux de la Rampe. Donc voilà, un homme vraiment courageux qui a tenu en fait ses opinions droites malgré les circonstances. Donc pitié, ne parlez jamais de Charlot. Alors. Dans cet extrait, Inkel ne parle pas allemand et en fait, on comprend juste un mot, strafen, ce qui veut dire, je crois, punir. Et en fait, je crois que c'est une illustration magnifique de ce que Klemperer analyse, en fait, enfin analysera en 1947 dans cet ouvrage. Alors, je voulais vous lire une comparaison que propose Klemperer entre la rhétorique de Mussolini et la rhétorique de Hitler. J'entends et je vois parler le Duce pour la première fois. Donc là, il raconte, page 82, avoir assisté à la projection d'un film qui représente donc, dans les années 30, probablement un discours de Mussolini. Le film est d'une grande qualité artistique. Mussolini parle à la foule depuis le balcon du château de Naples. Les plans de la masse alternent avec des gros plans de l'orateur, les paroles de Mussolini avec les acclamations de ceux à qui il s'adresse. On voit le Duce se gonfler littéralement à chaque phrase, afficher régulièrement sur son visage et son corps l'expression d'une énergie et d'une contention extrême et s'affaisser à chaque intervalle. On entend le son de sa voix, religieux, rituel et pontifiant avec passion, dans lequel il ne fait que projeter de courtes phrases, tels les fragments d'une liturgie à laquelle chacun réagit sans le moindre effort de pensée, de manière affective, même si, ou justement s'il ne comprend pas le sens, s'il n'en comprend pas le sens. On voit sa bouche gigantesque, de temps en temps, des gestes typiquement italiens de ses mains, et les hurlements de la masse, exclamations d'enthousiasme, ou, à la mention d'un ennemi, sifflets stridents. Et toujours, pour couronner le tout, l'attitude du salut fasciste, le bras tendu en avant. Tout cela, nous l'avons vu, nous l'avons entendu depuis des milliers et des milliers de fois, avec seulement d'infimes variations, inlassablement répétées. Il parle à présent du contexte nazi. Sa thèse, en fait, c'est que le nazisme est une sinistre parodie du fascisme italien. Empire. Dans les scènes du congrès du parti à Nuremberg, dans le Lustgarten à Berlin, etc., à tel point que le film sur Mussolini nous semble être une performance, somme toute, bien quotidienne et nullement extraordinaire. Mais, de même que le titre de Führer n'est qu'une germanisation de Duce, c'est-à-dire le guide dans les deux cas. La chemise brune nazi n'est qu'une variation de la chemise noire italienne, et le salut allemand une imitation du salut fasciste. Et bien de même, l'intégralité de ces scènes enregistrées comme moyen de propagande et la scène même du discours du Führer devant le peuple rassemblé ont été en Allemagne copiées sur le modèle italien. Dans les deux cas, il s'agit de mettre le dirigeant en contact immédiat avec le peuple lui-même. Alors, là, je saute un passage dans lequel Klemperer fait un rapprochement avec la rhétorique dans l'Antiquité, et j'avance un peu. Ah oui, il explique qu'on peut considérer que la place du marché solennellement décorée, la grande salle ou l'arène ornée de bannières et de banderoles sont également des parties constitutives du discours lui-même,
qui contribue à son influence. Hein. Et voilà, j'en viens à la comparaison avec Hitler. 4 mois après avoir entendu Mussolini, j'entendis la voix de Hitler pour la première fois. Ça, c'est hallucinant. Il n'a jamais vu Hitler, bon, ça, d'accord, mais il n'a jamais entendu de discours entier de Hitler parce que tout simplement, il n'avait pas le droit en tant que juif et il n'avait pas non plus de radio. Hein, il ne pouvait pas posséder de radio. Hein. Je ne l'ai jamais vu, jamais entendu directement, puisque c'était interdit aux juifs. Bon. Et oui, impossible d'aller dans les cinémas non plus. Ça. Le 30 janvier 33, il était devenu chancelier. Et le 5 mars devait se tenir les élections qui affermiraient son autorité et lui assureraient la docilité du Reichstag. Alors, il parla, donc il est très, très sûr de sa force à ce moment-là, et il parla en direct de Königsberg, sentant son triomphe assuré. La comparaison d'ensemble avec le discours de Mussolini à Naples me semblait juste, malgré l'invisibilité et la distance du Führer. Car, devant la façade illuminée de l'hôtel de la gare principale de Dresde, depuis laquelle un haut-parleur retransmettait le discours, se pressait une foule passionnée, etc., sur les balcons, des croix gammées, etc., etc. Quelle différence pourtant avec le modèle mussolinien. Le Duce, bien qu'on perçût la tension physique avec laquelle il imprimait de l'énergie à ses phrases et visait la domination de la foule à ses pieds, le Duce était toujours porté par le courant sonore de sa langue maternelle. Il s'abandonnait à elle, pardon. Il était, même lorsqu'il glissait de l'oratoire au rhétorique, un orateur sans contorsion, sans convulsion. Hitler, au contraire, qu'il se montra onctueux ou méprisant, les deux tons qu'il aimait employer en alternance, Hitler parlait, ou plutôt criait toujours convulsivement. C'est pour ça que je vous ai passé l'extrait de Chaplin. On peut, fût-ce dans une plus grande excitation, conserver une certaine dignité et un calme intérieur, une assurance, un sentiment d'unité avec soi-même et sa communauté. Mais cela a manqué, dès le début, à Hitler. Ce rhéteur exclusif, ce rhéteur par principe, même au cœur du triomphe. Il n'était pas sûr de lui, et il fulminait contre les adversaires et contre leurs idées. Il n'y avait jamais de sang-froid, jamais de musicalité dans sa voix, dans le rythme de ses phrases, mais toujours et seulement une galvanisation sauvage des autres et de soi-même. L'évolution qui fut la sienne, en particulier pendant les années de guerre, ne le fit passer que du stade d'agent provocateur à celui de victime de provocation, de la ferveur convulsive au désespoir, en passant par la rage impuissante. Quant à moi, je n'ai jamais compris comment il avait pu, avec sa voix enrouée et si peu mélodieuse, avec ses phrases grossières à la syntaxe souvent indigne d'un Allemand, avec la rhétorique criante de ses discours, entièrement contraire au caractère de la langue allemande, comment il avait pu, donc, gagner la masse, la captiver ou la maintenir dans l'asservissement pendant une durée aussi effroyablement longue. Alors, je passe encore quelques passages, et là, Klemperer se demande, mais quand même à la fin, les gens continuaient d'y croire. Hein, et il raconte comment, même lorsque les gens, comment dire, avaient commencé un petit peu à relever la tête, comment les gens restaient totalement captivés. Et il en discute avec un camarade d'infortune, lui aussi juif, commerçant à Dresde, je crois, un homme un peu borné qui constate on ne peut pas lui résister. Hein. Je l'ai entendu plusieurs fois parler au début à Munich, oui, c'est un Munichois, pardon, hein, cet ami commerçant, alors que dans le nord de l'Allemagne, personne ne le connaissait encore, aucun ne lui a résisté, moi non plus, on ne peut pas lui résister. Comment cela se fait-il? Je n'en sais rien, mais on ne peut pas lui résister. Hein. Voilà le témoignage donc nommé Stüller, hein, camarade d'infortune de Klemperer pendant la guerre. Bon, alors, donc ici, en fait, ce que dit Klemperer, c'est que la puissance de Hitler, la puissance en termes de parole, hein, n'est pas due à ses qualités rhétoriques. Ce n'est pas quelqu'un qui même maîtrise en fait correctement la syntaxe allemande. Il n'a aucune en fait des qualités qui sont exigées d'un bon orateur, hein, et pourtant on ne peut pas lui résister. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui fonctionne, c'est l'énergie sauvage, le déchaînement, pardon, d'une énergie sauvage, excusez-moi, et non pas la maîtrise en fait des procédés rhétoriques. C'est-à-dire qu'en contrairement à la légende, n'est pas un grand orateur. Hein. C'est un rhéteur, mais pas un orateur. On va voir le sens de cette distinction dans une seconde. Hein.
Et en fait, ce qui fonctionne, c'est tout simplement la pulsion bestiale, c'est l'élan sauvage dans son discours, ce sont les hurlements, ce sont les bras tendus, c'est le décorum, les croix gammées partout, l'immensité, les projecteurs braqués vers le ciel, etc. Mais en fait, c'est pas la puissance rhétorique, hein, c'est pas la puissance du discours lui-même. Hein, je dis la puissance rhétorique. Pour être rigoureux, je devrais dire la puissance oratoire. Hein, ce n'est pas cela. Alors bon, maintenant, comment comprendre la différence entre art oratoire et rhétorique, puisque ça fait finalement quelque temps que je mobilise cette distinction sans vraiment l'expliquer. Alors, je ne vais pas l'expliquer, je vais tout simplement vous lire le passage dans lequel Klemperer expose sa conception de la différence entre les deux, et ce passage me semble vraiment tout à fait passionnant. La langue allemande ne dérive des vocables rede, discours, et reden, discourir, que le seul adjectif rednerisch, déclamatoire. Et la consonance de cet adjectif n'est pas très belle. Une performance déclamatoire est toujours suspecte de n'être que de l'esbrouf. On pourrait presque parler d'une méfiance envers l'orateur, Redner, inhérente au caractère allemand. En revanche, les langues romanes, qui sont bien loin d'une telle méfiance et apprécient l'orateur, font une distinction très nette entre les Corneille, par exemple. Mais la langue allemande a eu, elle aussi, ses grands orateurs comme Martin Luther ou comme Schiller, Friedrich Schiller, le poète, le dramaturge. Pour le genre déclamatoire et douteux, on a en Occident un adjectif spécial, rhétorique. La rhétorique, ce mot remonte à la sophistique des Grecs et à l'époque de leur décadence. Le rhéteur est le faiseur de phrases, celui qui obscurcit l'intelligence. Mussolini fait-il partie des orateurs ou des rhéteurs de son peuple? Sans doute a-t-il été plus proche du rhéteur que de l'orateur, et il a fini au cours de sa funeste évolution par sacrifier entièrement au genre rhétorique. Mais, maintes choses chez lui, que l'oreille allemande tient pour déclamatoire, ne le sont pas vraiment, car elles dépassent à peine cette teinte d'éloquence qui est absolument naturelle dans la langue italienne. Popolo di Napoli, peuple de Naples, telle était la formule d'adresse de ce discours d'anniversaire. Cela paraîtrait un peu emphatique et archaïsant un auditeur allemand. Mais je me suis souvenu du papier que, peu de temps avant la Première Guerre mondiale, un distributeur de prospectus m'avait glissé dans les... Scano est une petite ville des Abruzzes, et les habitants de cette région sont fiers de leur force physique et de leur témérité. Un magasin nouvellement ouvert y faisait sa publicité de lancement et la formule d'adresse était la suivante: Forte gentile popolazione de Scano, c'est-à-dire forte et noble population de Scano, comme la formule de Mussolini, peuple de Naples, Popolo di Napoli avait l'air simple à côté. Alors, donc, avez-vous compris le sens de cette distinction? C'est qu'en fait, l'orateur, c'est plutôt l'honnête homme qui va parler au cœur et à la raison pour instruire les citoyens dans une démarche cicéronienne, quoi. C'est-à-dire, on va parler de façon honnête, en prenant parti des grandes choses. Bon, tandis que le rhéteur, lui, c'est celui qui veut vous embrouiller, vous embobiner, vous enfumer, etc. Et en fait, alors, Klemperer signale que Mussolini était quand même un petit peu, était globalement un rhéteur, mais avec une petite nuance d'orateur qui venait en fait de la tradition de la langue italienne, la tradition de la culture italienne, cet héritage cicéronien, hein, tandis que Hitler n'a même pas cette dimension-là et est purement un rhéteur par principe, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui cherche à embobiner en fait ni plus ni moins ses auditeurs. Et même finalement quand on descend dans son analyse, on voit que Hitler même est descendu carrément en dessous de la rhétorique, hein, pour parler tout simplement aux plus bas instincts. Et donc voilà, l'intérêt de cette distinction, hein, c'est de faire ressortir que utiliser le langage pour simplement exciter les pulsions bestiales de la foule, ça n'est même plus de la rhétorique, c'est plus ça en fait la rhétorique, hein, et c'est évidemment pas l'art oratoire. Alors,
je vais terminer en disant quelques mots sur les régimes totalitaires. Dernière partie, qu'en est-il de la rhétorique dans les régimes totalitaires? Est-ce que, en fait, oui, si l'on considère que pardon, le langage est un instrument de pouvoir en fait, dans n'importe quel régime, mais plus encore peut-être dans un régime totalitaire, est-ce qu'on doit estimer que c'est l'usage de, enfin, bon, et là, que c'est encore l'usage de la rhétorique qui assure le pouvoir des despotes? Non, je ne crois pas, et je crois que justement, des observateurs exactement de la même période que Klemperer, comme par exemple George Orwell, le disent très bien dans 1984. Orwell, quand il analyse, enfin quand il forge cette fiction entre guillemets de la novlangue, qui est pas du tout fictive, qui est d'ailleurs, enfin qui correspond simplement à l'usage de la langue dans les régimes totalitaires. Hein, ça très clairement, on n'est pas dans la rhétorique, on est dans la destruction du langage, la destruction pure et simple du langage. C'est-à-dire qu'en fait, la rhétorique, c'est encore c'était encore une certaine dignité, qui peut aller jusqu'à la noblesse de l'art oratoire, mais les régimes totalitaires abandonnent même l'ambition de faire de la rhétorique. Alors, voilà, je vous lis un passage très célèbre tiré de 1984, c'est page 73. Le héros Winston discute avec une espèce de d'infect. Euh, valet du pouvoir, comme lui, Winston aussi est un valet du pouvoir, mais il a des doutes, et se dénommé Syme, travaille en fait à l'établissement de la novlangue, et donc il fait l'éloge de la novlangue, cette espèce de langue du pouvoir, et voilà ce qu'il dit. C'est une belle chose, la destruction des mots. Naturellement, c'est dans les verbes et les adjectifs qu'il y a le plus de déchets, mais il y a des centaines de noms dont on peut aussi se débarrasser. Pas seulement les synonymes, mais il y a aussi les antonymes. Après tout, quelle raison d'exister y a-t-il pour un mot qui n'est que le contraire d'un autre? Les mots portent en eux-mêmes leur contraire. Prenez bon, par exemple. Si vous avez un mot comme bon, quelle nécessité y a-t-il à avoir un mot comme mauvais? Un bon fera tout aussi bien, et même mieux, parce qu'il est l'opposé exact de bon, ce que n'est pas l'autre mot. Et si l'on désire un mot plus fort que bon, quel sens y a-t-il à avoir toute une chaîne de mots vagues et inutiles? Encore plus fort, il y a double plus bon. Naturellement, nous employons déjà ces formes, mais dans la version définitive d'une novlangue, il n'y aura plus rien d'autre. En résumé, la notion complète du bon et du mauvais sera couverte par 6 mots seulement. En réalité, un seul mot. Voyez-vous l'originalité de tout cela? Naturellement, ajouta-t-il après coup, l'idée vient de Big Brother. Bon, voilà, passage terrifiant sur l'usage de la novlangue qui correspond vraiment à une réalité de la trituration en fait de la langue dans les régimes totalitaires pour effacer en fait les moyens de penser, pour supprimer les moyens de penser en supprimant en fait la richesse du vocabulaire. Parce que nous pensons dans les mots et que nous avons besoin d'un vocabulaire varié pour penser. Et donc en fait, on arrive là exactement à quelque chose de très très analogue à ce que se propose la sophistique, c'est-à-dire effacer les distinctions, effacer les nuances et sombrer en fait dans l'indifférenciation et la suppression du principe de contradiction. Il n'y aura plus qu'un mot pour dire bon et même son opposé. En fait, il n'y aura plus qu'un mot. Voilà. Et voilà, donc on n'est pas du tout dans une utilisation rhétorique du langage, mais on est au contraire dans une forme de destruction du langage qui correspond à l'abolition de toute forme d'ambition, y compris rhétorique. Donc dans la conclusion, moi, je propose de réfléchir, de poser une question. Que signifie le fait qu'aujourd'hui, finalement, la plupart des hommes politiques aient renoncé à la rhétorique? Est-ce que c'est une bonne chose? C'est-à-dire qu'au moins, c'est pas des rhéteurs, des manipulateurs infâmes, menteurs, etc. Bon, ou bien est-ce que ça ne veut pas dire qu'on a un peu renoncé à une certaine noblesse aussi de la prise de parole politique, Je veux dire, quelque part, en fait, renoncer à la rhétorique, renoncer à l'art oratoire, au grand art oratoire, à tradition cicéronienne ou aristotélicienne, c'est aussi renoncer à la langue de l'enthousiasme, c'est aussi renoncer à une politique qui entende humaniser nos passions, et non pas qui entende toujours susciter mobiliser toujours les mêmes pulsions de frayeur, de repli, etc. Voilà. Donc à vous de réfléchir à ces questions. Pour l'instant, donc je vous laisse et je reprendrai contact avec vous pour la suite des aventures en HLP. Voilà, portez-vous bien.